Ce matin, le Premier ministre François Fillon est votre invité, Alba Ventura. Bonjour François Fillon. Bonjour. Alors on va essayer avec vous ce matin d'apporter des réponses après les événements dramatiques de Toulouse et de Montauban, après plus de 30 heures d'une opération qui s'est soldée par la mort de Mohamed Merah. Sans vouloir faire de polémique, Monsieur le Premier ministre, c'est votre ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, qui a posé la question. Il s'est dit, je comprends qu'on puisse se poser les questions de savoir s'il y a eu une faille ou pas dans l'enquête. Je ne peux pas vous dire quel genre de faille, mais il faut faire la clarté là-dessus. Vous vous êtes posé la même question qu'Alain Juppé ? Bon, c'est normal qu'on se pose des questions, mais moi je voudrais d'abord, avant toute chose, rendre hommage aux forces de police, aux services de renseignement, à la justice, qui ont réalisé un travail exceptionnel. Résoudre une affaire criminelle de cette importance en 10 jours, je crois que c'est pratiquement inédit dans l'histoire de notre pays, et c'était une affaire très difficile à résoudre. Alors maintenant, les questions qui se posent et qu'il est naturel de poser, c'est d'abord la question de la surveillance de Mohamed Merah. Ce que je veux dire, c'est que la DCRI a parfaitement fait son travail. Elle a identifié Mohamed Merah lorsqu'il a fait des voyages dans la région de l'Afghanistan, du Pakistan. Elle l'a interrogé et elle l'a surveillé le temps nécessaire. Elle a même fiché. Le temps nécessaire, et elle l'a fiché, c'est grâce à ce fichage qu'il a pu être identifié, et elle a surveillé le temps nécessaire pour aboutir à la conclusion qu'aucun élément, qu'aucun indice ne permettait de penser que Mohamed Merah était un homme dangereux et passerait un jour à l'acte. À aucun moment, il n'y a pas un seul signal qui nous permet de dire que cet homme est dangereux. À aucun moment, il a été interrogé, il a été surveillé, il a été écouté. C'est un homme qui menait une vie normale, qui avait par ailleurs un passé judiciaire sur le plan de la délinquance, mais ça n'a rien à voir naturellement avec cela. Mais je voudrais surtout rappeler à tous ceux qui nous écoutent que nous vivons dans un état de droit. Et je suis d'ailleurs très étonné d'entendre beaucoup de commentateurs, je ne parle pas de journalistes, je parle des commentateurs en général, et notamment des responsables politiques, qui sont les premiers à s'offusquer de décisions attentatoires aux libertés en matière de fichiers, en matière de surveillance, et qui voudraient qu'on surveille 24 heures sur 24 quelqu'un sans décision de justice, alors que aucune raison ne permet de le faire. J'entends bien ce que vous nous dites. Il a fait des voyages dans des zones à risque, on le savait, il était fiché. On a appris par CNN qu'il figurait sur la liste noire des personnes interdites de vol vers les États-Unis. On sait que son frère est identifié comme étant un salafiste et il a même appartenu à une cellule djihadiste qui a été démantelée. Lui-même avait séjourné 18 mois en prison. Ça en fait des éléments. Non, d'abord, il était aussi sur une liste en France s'agissant de ses déplacements, c'est-à-dire qu'il se serait présenté à un comptoir d'enregistrement d'une compagnie aérienne, la DCRI aurait été immédiatement alertée. Il ne l'a pas fait, il ne s'est pas déplacé. Le fait d'appartenir à une organisation salafiste n'est pas en soi un délit. Il ne faut pas mélanger le fondamentalisme religieux et le terrorisme, même si naturellement nous connaissons bien les liens qui unissent les deux. Non, il n'y avait aucun élément permettant d'appréhender Mohamed Merah. Et encore une fois, on n'a pas le droit dans un pays comme le nôtre de surveiller en permanence et sans décision de justice quelqu'un qui n'a pas commis de délit. Est-ce que le fait que ce soit un homme seul, c'est ce qui a fait que finalement il soit passé entre les mailles du filet ? Alors c'est évidemment, si l'enquête qui va être conduite le confirme, c'est un élément supplémentaire. Les services de renseignement, les services de police de tous les pays du monde redoutent ce qu'on appelle le loup solitaire, c'est-à-dire c'est un homme qui, n'ayant aucun contact avec aucun réseau, ne donne aucun signe avant de passer à l'acte de sa dangerosité. On va savoir s'il est vraiment un homme seul, c'est ce qu'il a dit en tout cas aux policiers pendant les 30 heures, ou en tout cas pendant les heures de dialogue qu'il y a eu entre lui et les hommes du RAID. Il faut quand même vérifier tout cela. Il avait de l'argent, apparemment cet argent venait d'actes de vol et peut-être de trafic de drogue. Il a pu acheter des armes, mais enfin, il semble bien que ce soit un homme seul. Est-ce qu'on a perdu du temps entre le moment où on sait que c'est le même homme qui tue les militaires de Toulouse et de Montauban et l'école juive, c'est-à-dire entre le 15 et le 19 mars? Alors c'est la deuxième question qui est posée. C'est absolument, on ne peut absolument pas dire cela, au contraire. Après le meurtre des militaires, l'enquête aboutit le samedi à une liste de noms dans lequel figure
Mohamed Merah. Immédiatement, des vérifications sont faites. Mohamed Merah n'était d'ailleurs pas à son domicile, il était introuvable. On sait qu'il a un appartement à son nom. À Mohamed Merah, et il est introuvable. Il était introuvable, il y a des vérifications qui ont été faites immédiatement. Il n'était pas chez lui, il avait d'ailleurs des habitudes de vie assez étranges de ce point de vue-là, puisqu'il logeait dans des endroits différents. Mais surtout, il n'était pas la seule piste. Il y avait une série de noms de personnes qui pouvaient être suspectes. Il a fallu que la police vérifie l'ensemble de ces données. Il y a eu 7 millions de données téléphoniques qui ont été analysées. Il y a eu des milliers de connexions Internet, beaucoup de vérifications sur place. C'est un travail énorme. Et franchement, encore une fois, je voudrais redire que dans l'histoire criminelle de notre pays, résoudre une affaire de ce type en 10 jours, c'est un véritable record. Et il faut rappeler à nos concitoyens que Mohamed Merah s'apprêtait à commettre de nouveau des crimes juste avant qu'ils ne soient stoppés. Monsieur le Premier ministre, vous dites qu'on a le droit dans ce pays d'aller et venir comme on veut, et pourtant hier, Nicolas Sarkozy annonce qu'il renforce l'arsenal de lutte contre le terrorisme, et notamment de l'idée de punir toute personne qui se rend à l'étranger. Ça veut dire que là, on va resserrer qui se rend à l'étranger dans des zones à risque. Il y a d'abord une législation déjà très importante qui a été mise en place au fil du temps pour lutter contre le terrorisme. Simplement, nous voulons, avec le président de la République, tirer les enseignements de ce qui vient de se passer. C'est normal, à chaque fois qu'un drame de cette ampleur, 7 personnes qui ont perdu la vie dans des conditions épouvantables se produit, il faut en tirer les enseignements. Il faut en tirer les enseignements sur le fonctionnement des services, sur la coordination, sur l'organisation. Il y a toujours des choses à améliorer, mais il faut aussi en tirer les enseignements en termes de législation. Il y a aujourd'hui, on ne peut pas poursuivre des personnes qui se rendent sur des sites internet, qui sont des sites internet qui appellent au meurtre et qui encouragent le terrorisme. Il y a une législation pour punir les gens qui fréquentent régulièrement des sites pédophiles. Nous voulons faire la même chose. Ça me paraît être franchement le bon sens. Au bout de combien de consultations? Alors c'est la même réglementation que pour les sites pédophiles. Je ne la connais pas dans le détail, mais naturellement c'est une enquête menée par la justice. Tout ça ne se fait pas. Et sur les déplacements, sur le suivi. Sur le suivi des personnes qui se rendent dans des régions à risque, ce que nous voulons faire, c'est durcir les peines qu'encourent ceux qui font cela. Au fond, ce que nous voulons, c'est envoyer un signal à tous ces jeunes perdus qui seraient tentés par cette espèce d'aventure. Alors, c'est très, très difficile à dire parce que il y a des milliers de personnes qui font des déplacements dans ces régions pour des motifs qui sont des motifs religieux, qui ne sont pas liés systématiquement au terrorisme ou à l'extrémisme. Donc il faut faire la discrimination entre les deux. Mais en tout cas, il y en a plusieurs centaines. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que un événement comme ce qui vient de se passer, un drame comme ce qui vient de se passer, malgré le caractère monstrueux de Mohamed Merah, peut provoquer l'envie pour des jeunes de faire la même chose. Est-ce qu'il va y avoir un projet de loi avant l'élection? Alors, nous sommes en train de travailler à la rédaction d'un texte qui sera proposé au Conseil des ministres dans une dizaine de jours ou une quinzaine de jours. Je consulterai les groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat pour voir avec eux s'il y a, ce qui devrait être le cas en principe sur des sujets comme celui-là, un consensus pour voter ces textes, auquel cas on pourrait les voter avant les élections présidentielles. Si il n'y a pas de consensus, que malheureusement les premières déclarations du Parti socialiste semblent laisser penser, eh bien ce texte sera prêt à être voté dès que le Parlement issu des élections législatives sera convoqué. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous trouvez que les personnalités politiques se sont mal comportées pendant ces 4 derniers jours? Bon, je trouve que dans l'ensemble, chacun a bien pris la mesure de la gravité de la situation et il y a eu une démonstration d'unité nationale qui est plutôt rassurante au fond. Simplement, certains ont fait semblant ou ont affiché l'unité nationale tout en distillant des petites phrases
qui visait à donner le sentiment que Mohamed Merah avait agi en raison d'un climat, en raison du débat politique dans notre pays, ce qui naturellement est non seulement absurde mais honteux. Moi, je ne veux pas polémiquer sur ce sujet, je ne veux pas alimenter cette polémique. Tout le monde s'est bien comporté, tout le monde a été digne et à la hauteur. Non, c'est aux Français de juger. Au fond, il y a des candidats aux élections présidentielles qui sont face à leur conscience. Certains ont dérapé. Mais ce n'est pas à moi, de le faire, de les juger, parce que les juger, c'est justement d'une certaine façon, c'est d'une certaine façon les juger, sortir de cette unité nationale que par ailleurs je prône. Donc c'est aux Français qui, vous savez, auxquels rien n'échappe, qui regardent les choses avec beaucoup de bon sens. C'est aux Français de juger ceux qui ont eu une attitude digne et ceux qui ont essayé d'utiliser ces événements. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.